Donc, le traitement, ou bien les traitements des traumas de l'appareil locomoteur, autrement dit des lésions de l'appareil locomoteur, c'est ce qu'on va voir. Mais on va commencer avec un petit rappel. Premièrement, on va voir comment se fait on va revoir comment se fait la consolidation des fractures et comment se fait l'évolution des traumas articulaires. Donc, on commence par la consolidation des fractures. On a, comme on voit sur le premier schéma, la formation de l'hématome lors d'une fracture, les vaisseaux sanguins présents à l'intérieur de l'os et du périos et aussi des tissus voisins. Ils vont le chirer, ils seront. Le sang de l'hémorragie coagule et forme un hématome à l'endroit de la fracture. OK? Peu après, les cellules osseuses qui ne sont plus alimentées meurent et le tissu du site de la fracture enfle, OK, devient douloureux et présente une inflammation. Donc, enfler et inflammation, ça veut pas dire la même chose. Ça enfle parce qu'il y a la formation d'hématome, mais ça enfle aussi parce que lors de l'inflammation, donc je rappelle que l'inflammation, c'est la réaction vasculaire de l'organisme face à une agression. Et là-dedans, nous avons un phénomène de dilatation capillaire et d'augmentation de l'extravasation capillaire. Autrement dit, il y a un œdème qui s'accompagne, qui va venir donc augmenter l'augmentation de volume que nous avions déjà par suite de la formation de l'hématome. Ensuite, nous avons la formation du cal fibrocartilagineux, encore appelé cal mou. OK? Dans les jours qui suivent, de nouveaux vaisseaux sanguins se développent et dans le caillot. Des fibroblastes et des chondroblastes du périos et de l'endos voisin envahissent le site de la fracture. Les fibroblastes produisent des fibres de collagène qui s'étendent d'un bout à l'autre de la cassure, reliant ainsi les deux bouts de l'os fracturé. Les chondroblastes sécrètent une matrice de type cartilagineux qui fait saillie vers l'extérieur et finit par se calcifier, ce qui produit un cal fibrocartilagineux qui relie lui aussi les deux parties de l'os fracturé. Et, ok, c'est un ensemble de tissus constitués qu'on appelle aussi cal provisoire qui forme une éclipse pour l'os fracturé. Bon, une éclipse, pardon, pour l'os fracturé. Donc, au début, comme on le voit sur le schéma, nous avons la formation des matomes. OK? Et la clinique va être quoi? Vous avez une douleur, une forte douleur de type et douleur exquise. Ça veut dire que c'est une douleur maximale à un point donné. Ou peser au moyen, palpation douce de côté cassé, au moyen là, bon, on n'a pas de douleur. Et au moyen au côté, oui, oui, c'est là. Et puis à côté ça, il va pas mal. Donc, c'est ce qu'on appelle une douleur exquise. Et puis vous avez, puis que c'est pas, on ne demande pas de chercher ça, mais vous avez une grande mobilité du foyer. Ensuite, vous avez la formation et la radiographie va montrer simplement la radiographie. Donc, va montrer simplement la fracture. Ensuite, vous avez la formation du calmo, du calme fibrocartilagineux. OK? Et lors de cette formation, on va avoir un amoindrissement de la clinique. C'est-à-dire que l'homme moyen, ben, elle a fait moins mal. L'homme moyen, côté 15 ans, ou un petit douleur, mais surtout sentir une espèce de boule qui vient former côté zo à casser. OK? Mais vous avez quand même conservation d'une petite mobilité. C'est le cal mou, le cal fibrocartilagineux. Et ce cal-là, si les conditions sont adéquates pour la consolidation, OK,
on va arriver à la calcification du cal, c'est-à-dire la formation du cal osseux. Mais si les conditions ne sont pas favorables, soit parce qu'on a une infection, soit parce que on va bien immobiliser zoan, ou encore que au moment ce chait soit du muscle, soit des aponevroses qui viennent interposer entre les bouts fracturaires, ce cas-là va beaucoup plus s'orienter vers la fibrose. Et on va aboutir à une complication tardive des fractures qui est justement la pseudarthrose. Bon, maintenant, si les conditions sont bien faites, on va gagner formation de cale, ici, on le voit, formation de cale osseux. Donc, cartilage ou cartilageant qui va ossifier. Donc, dans ce tissu reconstitué, les ostéoblastes commencent à produire de l'os spongieux, puis, en moins d'une semaine, à former de nouvelles travées osseuses, qui est le cas. À ce moment-là, la douleur a pratiquement disparu et le cal est visible. C'est seulement à ce moment-là que le cal est visible à la radiographie. OK? Ces travées s'étendent sur toute la largeur du cal et réunissent à leur tour les deux segments de l'os fracturé graduellement. Un tissu osseux immature remplace le tissu fibrocartilagineux et ainsi nous avons un cal osseux ou cardio qui, comme je dis, est visible à la radiographie. OK? Et la formation du cal osseux se poursuit jusqu'à ce que l'os soit fermement soudé, 2 mois environ après l'accident. Ce processus consiste généralement en la répétition des événements de dosification endochondrale. OK? Mais zoan qui formé, il pas semblé un zo normal. Donc, il n'a pas les propriétés physiques de résistance de l'os normal. Pour cela, l'os doit redevenir normal et c'est ce qu'on appelle le remodelage ou encore le remaniement osseux. Dès le début de sa formation et pendant plusieurs mois, par la suite, le cal osseux subit un remaniement. OK? C'est justement les matériaux en excès à l'extérieur de la diaphyse et à l'intérieur de la cavité médulaire sont éliminés. Parce que lorsque tu as un cal osseux là, ou pas de gain au propos, gain et cavité médulaire, donc une cavité médulaire qui va le former, corticale va le former. OK? Donc, ce cal osseux remanié, ce remaniement, ça peut prendre toute sa vie pour un adulte et n'est jamais arrivé. On va jamais arriver à un os totalement reformé. Si c'est un adulte, en particulier si mon a grand monde, gomba qui donc zo grand monde pas prend, c'est pas vrai, c'est zo grand monde prend temps pour le prendre. Tandis que, comme on l'avait vu dans les précédentes présentations, le remodelage est très fort, très, très fort au niveau de l'enfant. Ainsi, après 4 ou 5 ans, vous n'allez pas voir où est-ce que l'enfant avait cassé son os. Tandis que si vous avez un adulte qui s'est cassé le fémur, OK, même après 15 ans, on va voir une partie et dire, ah là, ils ont été cassés. Traumatisme articulaire, c'est à peu près la même chose, sauf au niveau du cartilage articulaire, parce que le cartilage articulaire, lui, ne va pas pouvoir se reformer et on va aboutir à une arthrose précoce. Donc, la guérison des traumatismes articulaires, on se rappelle, vous avez les entorses, les luxations, les contusions, les fractures articulaires, suit un processus en plusieurs phases, et chacune joue un rôle essentiel dans la restauration de la fonction articulaire. Vous avez donc la phase d'inflammation de 0 à 10 jours, à peu près la même chose que pour la fracture, œdème, douleur, début de synthèse de la matrice extracellulaire. Les cellules inflammatoires affluent vers la zone lésée, favorisant la dégradation des tissus endommagés et le nettoyage du site. Et cet objectif, c'est de préparer le terrain pour la réparation en initiant la vascularisation et la synthèse des nouveaux composants inducés du tissu articulaire, comme par exemple pour les tendons, mais ceci n'est pas valable pour le cartilage lorsque la personne a fini sa croissance. Et vous avez une espèce de remodelage qui dure 10 à 28 jours. OK?
et c'est une organisation du collagène, une néovascularisation. Et cela a pour effet que le tissu articulaire commence à se réorganiser, le collagène se restructure pour renforcer la stabilité et la résistance de l'articulation. Donc là, on parle surtout au niveau des ligaments. OK? Donc, l'objectif est de restaurer progressivement la structure et la fonction du ligament. OK? Ou du cartilage lésé. Quand on parle du cartilage lésé, on parle du cartilage des côtes, parce qu'on sait que les côtes sont recouvertes justement du périconde, qui lui va régénérer le cartilage, mais ce périconde n'existe pas dans le cartilage articulaire. OK? Vous avez une récupération biomécanique qui se fait avec l'articulation qui va retrouver progressivement ses propriétés mécaniques et sa capacité fonctionnelle. Et la durée de cette phase peut aller jusqu'à 1 an chez l'adulte avec une récupération souvent plus rapide chez l'enfant comme d'habitude. Bien qu'on se rappelle que c'est beaucoup plus compliqué pour un enfant de faire une entorse parce que justement, les entorses sont très rares chez les enfants. Le ligament va plutôt casser l'os que se déchirer lui-même. OK? Donc, ça, c'était environ pour les fractures et les entorses. Bon, donc, ça veut dire au niveau diaphysaire, au niveau fracturé, au niveau articulaire. Maintenant, comment va-t-on traiter une fracture? Le traitement global, excusez-moi, on tient ripé. Le traitement global d'une fracture, c'est essayer de remettre les bouts fracturaires à leur place. La remise des bouts fracturaires à leur place, c'est ce qu'on appelle la réduction. Une fois que nous remettons à la place, il faut qu'il y ait un matériel, il faut qu'il y ait quelque chose pour retenir cette réduction en place et ceci se fait par l'intermédiaire de l'immobilisation. Donc, dans ce cas-là, vous avez deux types de traitements. Un, si la fracture est irréductible, ou bien si elle est réductible, mais que on n'arrive pas à tenir les os en place. Dans ce cas, on va parler, on va parler d'une réduction sanglante ou un traitement chirurgical. Mais si on exaucera les os, les tourner en place, et que un plâtre peut tenir l'immobilisation plâtrée peut tenir les pièces osseuses en place. À ce moment-là, nous avons le traitement orthopédique. Donc, lorsque vous faites un traitement orthopédique, la réduction s'appelle réduction fermée. Lorsque vous faites un traitement chirurgical, la réduction s'appelle réduction sanglante. OK? Donc, la réduction fermée des fractures est une procédure orthopédique visant à réaligner les fragments osseux sans intervention chirurgicale. Comme je l'ai dit. Elle est réalisée manuellement ou à l'aide d'appareils de traction sous anesthésie locale ou générale, bien qu'en Haïti, on adore utiliser ce qu'on appelle le pétrolcaïne, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'utilise pas d'anesthésien, d'agent anesthésien. Bon, je suis contre cette pratique. Il faut toujours faire en sorte que remettre les os en place soit le moins douloureux possible pour le patient. Donc, naturellement, il faut d'abord faire une évaluation radiologique de la fracture, parce que quand on voit le déplacement de la fracture, OK, cela vous donne une idée de la technique de traction que vous allez faire pour remettre l'os à sa place. OK, ensuite, donc, comme j'ai dit, vous administrez une anesthésie adaptée, que ce soit au niveau du site, bien que ça fait quand même mal lorsque vous faites une infiltration, OK, ou bien la personne est endormie, soit sous narcose, mais le plus souvent, on va pas faire une intubation pour ça. Et on fait une manipulation douce pour réaligner les fragments osseux et il faut justement vérifier ça en radiologie. OK? Et on va faire une immobilisation soit par plâtre, soit par attelle, ou traction. L'avantage, c'est que cela évite une chirurgie invasive, la réduction du risque d'infection. Bon, alors, le risque d'infection est zéro puisqu'on n'a rien ouvert. Et le temps de récupération est souvent plus court.
c'est moins coûteux, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a certains praticiens orthopédiques qui préfèrent coûte que coûte opérer parce que ou pas qu'à faire cob, ou pas qu'à faire un pile cob, lorsque râler ou râler os seulement. OK? Bon, le risque, c'est que la réduction, elle peut être incomplète. Bon, lorsqu'elle est instable, automatiquement, on va faire une immobilisation par implant. OK? Donc, là, après, les os ont douleur et vous avez un risque de déplacement secondaire. OK? Et puis, naturellement, si bagarre là pas bon, à ce moment-là, vous supposez opérer. Mais réduction et fermée, les grands avantages, c'est que ou pas gain pour aller opérer mon après. Parce que lorsqu'on fait une réduction, lorsqu'on fait un traitement sanglant, traitement chirurgical, vous mettez un implant, OK, il faut aller réopérer encore la personne après pour retirer l'implant. C'est-à-dire que lorsque vous faites une réduction, on est juste mettez sur à la place et ça va. Ensuite, plus la personne est jeune et moins le traitement chirurgical est nécessaire parce qu'on a vu que les jeunes arrivent à se débrouiller avec le bon roi. Quand je dis les jeunes, c'est-à-dire les moins de 14 ans, OK, avec, ils ont un bon remodelage. OK, mais cela demande aussi que la personne ait une certaine expérience parce que ce n'est pas n'importe qui râler, qui entraîne réduction. Après la réduction, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les plâtres. Nous avons deux types de plâtres. Le plâtre de Paris, c'est pas un plâtre que nous connaissons. Et puis les plâtres colorés qui sont les plâtres de résine. OK? Mais avant ça, faut mettre un bagage, une stockinette avec une espèce de coton, une coton spécial qu'on appelle coton cardé, coton cardé, qui justement, et permettre, on voit que ça dépasse ici, ça évite le contact direct du plâtre sur la peau, qui n'est pas une bonne chose. OK? Donc, le plâtre est un dispositif médical utilisé pour immobiliser un segment du corps après une fracture ou une lésion. OK? Il permet une immobilisation rigide favorisant la consolidation osseuse et la cicatrisation des tissus. OK? Le plâtre de Paris, c'est du ciment blanc. Ensuite, mettre un plâtre, c'est bien, mais il y a des lois pour l'immobilisation. OK? Donc, il faut stabiliser la zone blessée et immobiliser les articulations adjacentes pour les fractures diaphysaires. Donc, une fracture diaphysaire, votre plâtre doit arriver, doit immobiliser les articulations adjacentes, c'est-à-dire ça qui en l'air et ça qui bas. Tandis que pour les articulations, vous devez immobiliser les segments de membres adjacents. OK? Donc, si c'est le genou qui est atteint, votre plâtre doit prendre la jambe et la cuisse. Si c'est la jambe qui est atteinte, votre plâtre doit immobiliser la cheville et le genou. OK? Mais lorsque vous aviez un problème au niveau de la cuisse et au niveau de l'épaule, immobiliser immobiliser les deux articulations sont compliquées. C'est pour ça que ce qu'on faisait, on utilisait une immobilisation de Velpo. Donc, vous voyez là où c'est écrit petit a, c'est justement l'immobilisation de Velpo. Et petit b, c'est ce qu'on appelle un spica. Le spica, c'est un plâtre qui prend le tronc et un ou deux membres. Là, vous avez un spica pour le membre supérieur, on appelle ça un spica thoraco-palmaire. OK? Ou encore, vous avez un ici l'immobilisation plâtrée. Donc ici, vous avez à gauche un plâtre lorsque on a euh, l'avant-bras qui est cassé, donc le coude et le poignet sont immobilisés. OK? Ici, le deuxième au milieu, c'est au niveau de la main, quand on va immobiliser ça. Il faut on doit pouvoir faire la pince au niveau des doigts. OK, pour que rendre ça le plus fonctionnel. Et le dernier schéma, c'est ce qu'on appelle un gant plâtré, c'est ce qu'on met lorsque nous avons un problème au niveau de l'articulation du poignet. On se rappelle les lois de l'immobilisation.
Donc, on va immobiliser la main et on va immobiliser l'avant-bras pour une fracture du poignet. Nous avons différentes catégories. Attendez. Nous avons différentes catégories de plâtre. OK. Ici, vous avez le plâtre circulaire, vous avez le plâtre qui fait le tour du membre, le plâtre circulaire. On le met normalement à peu près 7 à 10 jours après la fracture. Parce que comme nous avons un risque de syndrome de compression, le syndrome de Loge, donc c'est pas recommandé de mettre un plâtre circulaire sur une fracture fraîche. Donc ici, vous avez un plâtre circulaire qui prend, c'est un brachiopalmaire, donc qui prend de la main jusqu'au bras, et c'est mis justement pour les fractures du, c'est mis en place pour les fractures de l'avant-bras. Essayez de trouver mon, OK, voilà. C'est mis pour les fractures de l'avant-bras. Là, vous avez pour une fracture de la jambe, vous allez en place qu'on appelle un cruropédium. Le plus souvent, on met une petite flexion pour que la personne ne marche pas, n'arrive pas à marcher sur son pied. Donc ça, ce sont les plâtres circulaires. Ensuite, vous avez les plâtres qui vont pas prendre tout le membre. Donc, vous avez les attelles et le plâtre cruropédieux. Pardon, et les gouttières. Donc ici, vous avez comment faire une attelle. Vous devez plier votre plâtre et former plusieurs couches. OK? Vous humectez le plâtre, vous le lissez pour chasser l'air et vous installez le plâtre. Donc, lorsque ça prend les trois faces du membre, on considère que le membre a quatre faces, une face antérieure, une face postérieure, une face latérale et une face médiale. Donc, lorsque ça ne prend que trois faces du plâtre, on va parler de gouttière. Lorsque ça ne prend qu'une seule face, on va parler d'attelle. Donc, ici, vous avez, parmi les attelles, vous avez des attelles particulières. Ça, c'est un patient qui avait un problème au niveau de la cheville. OK? Donc, comme les mouvements d'élévation et déversion sont beaucoup plus prononcés au niveau de la cheville, ce sont eux qui sont le plus atteints lors d'une fracture de la cheville, parce que les fractures vont se faire par inversion, mais inversion, on verra on verra ça de façon plus détaillée lorsqu'on verra les cas cliniques. Donc, on met une attelle latérale. Donc, j'ai la bonne plâtrerie qui est entourée, qui a été mise dans un jersey, une stockinette. Et ainsi, on ne sait pas la peine dans ce cas-là de mettre des softbands. Du softband. OK, là, vous pouvez m'admirer, il y a de ça pratiquement 20 ans, à quoi je ressemblais il y a de ça 20 ans. OK, nous disons, ouais, ouais, mais c'est pour être, ouais. Bon, le cas. Donc, et je mets le bandage. Et ici, vous avez donc l'immobilisation plâtrée. Ici, nous avons quelqu'un qui s'est cassé le poignet, ce qu'on appelle une déformation en dos de fourchette. OK, mais c'est plutôt le cas distal et c'est le cas d'un jeune qui s'est cassé le poignet. Une fracture chez un jeune, donc nous avons un très bon pouvoir de consolidation. Et pour éviter le syndrome de Loge, parce que nous voyons que commence à s'enfler, donc pour éviter le syndrome de Loge, on lui met une attelle. Et ça n'a pris qu'une seule face du membre et c'est retenu par un bandage. Et naturellement, pour toutes les immobilisations du membre supérieur, elles sont accompagnées d'une écharpe. Et pour le membre inférieur, comme on l'avait vu sur ce schéma-là, OK, on va demander au patient, bon, c'est pas là. Le patient va donc s'aider de béquilles ou encore de marchettes.
Autre, autre immobilisation orthopédique que nous avons, orthopédique, nous avons les fameuses tractions. Alors, les tractions, OK, l'indication, c'est pour un traitement définitif chez les enfants, tandis que chez l'adulte, c'est un traitement provisoire, c'est surtout pour soulager, en immobilisant la douleur avant l'intervention chirurgicale. OK? Donc, pour la première phase, pour la traction, c'est de mettre le patient confortable. Donc, mettre le patient confortable, ça veut dire qu'il faut mettre sur pied une procédure antidouleur pour non seulement soulager le patient, mais aussi pour rendre la mise en place de la traction la moins douloureuse que possible. Donc, on y va pour la traction collée. OK? Donc là, vous avez les signes d'une fracture. Qui peut me dire, d'après vous, d'après votre expérience, quel genre de fracture avons-nous ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Ouais, la première chose, c'est une fracture fermée, mais quelle partie qui est cassée? Donc, c'est très patient. Pour le transport, on avait mis une attelle. Donc là, vous avez le reste de l'attelle qui est là. Le bandage qui a été coupé et le plâtre qui a été mis là. Donc, on va remplacer l'attelle par autre chose. Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, c'est pas la jambe. En fait, quand si vous regardez bien, pour la première chose que vous voyez, la cuisse est enflée. OK? Et en deçà de la fracture, où tout le bloc est en rotation externe. On ne peut pas avoir encore le genou au zénith lorsqu'il n'y a pas de fracture. Si vous avez une rotation externe et le genou au zénith, à ce moment-là, ça aurait été une fracture au niveau de la jambe. Là, c'est tout le membre qui est en rotation externe. Donc, c'est une fracture du genou chez un jeune. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va lui mettre une traction collée. Quelles sont les différentes phases de la traction collée? Premièrement, il faut une technique analgésique qui soit efficace. Et dans ce cas-là, on va utiliser, on va utiliser le bloc fémoral. Pour cela, il faut chercher le pont fémoral. Une fois que vous avez touché le pont fémoral, OK? Maintenant, vous allez piquer en dehors du pont. Vous se rappelez que c'est le VAN, V-A-N. OK? C'est le VAN, c'est-à-dire veine, c'est-à-dire c'est veine, artère, veine, artère, nerf. VAN. Le V étant au milieu. Donc, veine, artère, nerf. Et vous piquez en dehors. Là, j'ai déjà injecté le produit. OK? Maintenant, il faut se rappeler qu'au niveau fémoral, OK, le nerf fémoral pratiquement n'existe pas dans la région fémorale. Là, le, vous avez l'épiniaque antéro-supérieur et ici, vous avez la, je l'écris plus bien. Donc, il faut piquer plus bas entre l'épiniaque antéro-supérieur et le pubis. Vous avez ce qu'on appelle le ligament inguinal. Donc, en dessous du ligament inguinal, vous êtes au niveau de la cuisse. Au-dessus, vous êtes au niveau de la cavité abdominale. Donc, vous piquez en dessous et par une compression douce, vous allez étaler votre anesthésie, OK, pour qu'il puisse anesthésier toutes les branches du nerf fémoral. OK? Une fois que vous avez anesthésié votre patient,
OK? Vous devez enlever l'aiguille, sécuriser l'aiguille dans un conteneur, ne pas jeter la seringue, parce qu'on va avoir besoin de la seringue, on va avoir quand. OK? Maintenant, vous avez une aide, oh, de préférence. Ah non, elle n'est pas mariée. Je pensais qu'elle était mariée, mais c'est pas le bon droit. C'est le majeur. Donc, quand une fille met ça pas au niveau du majeur, ça veut dire quoi? Elle veut pas qu'on la prenne pour une mariée? Bon, je sais pas. Passons. Donc, il est très important de tenir le pied dans l'axe et d'exercer une traction. OK? Maintenant, vous prenez l'adhésif, vous collez en médial. Bon, je préfère passer en médial d'abord. OK? Ensuite, votre petite planchette, qui est une planchette de bois, un carré de 10 centimètres par 10 centimètres. Et au milieu, c'est-à-dire à la croisée des diagonales, vous avez fait faire un trou. Donc, vous fixez la planchette. Ensuite, vous passez la bonne plâtrée de l'autre côté. OK? En latéral. OK? Après ça, OK? Vous allez fixer. Oh, c'est quel bel pointeur, bêtise. Oh. Mais malheureusement, je n'ai plus ces biceps. Bon, on revient à notre cours et vous fixez l'adhésif avec un bandage. Ensuite, vous faites un trou. On se rappelle, la planchette est une planchette de 10 centimètres de côté et vous tracez les diagonales et à la section des diagonales, vous faites un trou. Donc maintenant, il faut percer la blanchette. Vous passez la ficelle et à ça que va servir votre seringue, ça va vous servir à fixer la ficelle au niveau de la blanchette. Maintenant, par l'intermédiaire, bon, on n'a pas montré, mais vous avez une poulie. Par l'intermédiaire d'une poulie, vous faites glisser la ficelle et vous attachez à environ un gallon qui a un demi ou trois quarts d'eau, pas plus. Maintenant, pour éviter que cette traction, OK, ne tire le patient vers le pied du lit, vous devez avoir du matériel pour surélever le pied du lit. OK? Surveillez la rotation externe parce que le seul cas vicieux que les enfants ne peuvent pas récupérer, OK, c'est le cal par rotation. Donc, il faut bien surveiller que le pied reste horizontal. On demande aux parents le plus souvent de mettre un oreiller, puisque vous allez avoir tendance à avoir une rotation latérale, de mettre un oreiller pour caler le pied, pour justement, pour qu'il ne consolide pas en rotation externe. Et comme en plus on avait donné un petit peu de morphine au patient. Vous voyez, il est dans les vapes, il est content, il n'a pas hurlé. Et c'est comme ça que j'adore mettre les tractions. Donc, ici est résumé le principe. Bon, naturellement, la surélévation du pied, je l'ai exagéré un petit peu. OK? Donc, vous mettez la traction collée et la traction arrive en deçà de la fracture. Elle doit être mis plus bas que la fracture et vous avez un poids que vous mettez. OK? Donc, à ce moment-là, il y avait la double hélice qu'on mettait. Donc, il fallait utiliser la poulie inférieure.
Ensuite, on peut avoir besoin de beaucoup plus de poids pour remettre le membre à sa place. À ce moment-là, on utilise une traction osseuse. OK, c'est un fer qu'on va passer et on va tirer sur le fer. Donc, on passe une broche et on va tirer sur la broche. Donc, on peut utiliser l'os du talon, comme on peut utiliser la tubérosité antérieure du tibia. OK, pour les problèmes beaucoup plus forts, surtout pour une atteinte au niveau du fémur, on sait utiliser le phénomène de la traction-suspension. Mais avec, avec les nouvelles méthodes invasives que nous avons, on utilise rarement ce genre de choses. Maintenant, pour les autres cas, nous avons le traitement chirurgical. En gros, on peut utiliser soit un clou, soit une plaque vissée. C'est ce qu'on appelle, ce sont les implants. Sinon, vous avez toujours l'option du fixateur externe, ok, qui est un compromis entre l'implant et la traction osseuse. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je suis obligé de finir un petit peu plus tôt parce que je dois aller accompagner nos nouveaux arrivants. Donc, nous avons une quarantaine d'étudiants en première année et qui vont commencer leur cours aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions?